Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Mélibus. 8h44, bienvenue, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 10h dans le Grand Matin, Sud Radio. Voilà, parlons vrai. Justement, ce matin, parlons vrai avec ce petit déjeuner de l'actu et nos invités ce matin pour en parler. Nos chroniqueurs, si on peut dire, nos éditorialistes. Frédéric Dabi, qui est directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour. Enfin, rebonjour. Natacha Ami, qui est conseillère en communication. Et Christophe Bordet, que vous retrouvez tous les soirs de 17h Monsieur à 100%, comme on l'appelle. Monsieur VV. Oui, Uniquement Monsieur 100%. Uniquement 100%. C'est pas mal. C'est pas déjà mal. pas mal, 100%, quoi. Et donc ce matin, on va revenir sur des sujets d'abord qui vous font, qui vous saisissent un petit peu. Et vous qui nous écoutez, vous pouvez bien sûr réagir et nous envoyer vos propres sujets qui vous ont un peu agacé, énervé sur Twitter, #Sud Radio Matin. Et bien sûr, on vous prendra à l'antenne puisque l'antenne est ouverte et qu'on en a déjà Claude qui nous appelle de l'Ariège. Oui, qu'on prendra tout à l'heure dans un et instant. bien sûr dans un instant aussi, parce que il y a le sommet du G7 et puis ce qui s'est passé cette nuit, hier. Il y a aussi la petite phrase d'Emmanuel Macron qui fait beaucoup réagir. Il n'y a pas eu de violence policière irréparable. C'est une erreur de communication, ça, ou une maladresse, ou pas du tout? Aurore Berger nous a dit tout à l'heure, non, on l'assume pleinement, Frédéric Dabi. Ce qui est intéressant, Patrick, c'est que pour la première fois depuis quelque temps, il parle de la question des gilets jaunes et des violences policières. Il l'avait fait il y a quelques jours, c'était la première fois qu'il abordait le sujet. Là, il en reparle. Alors, pas de violence irréparable, mais il a quand même parlé de Steve, parlé de l'octogénaire décédé au début du mouvement des Gilets jaunes. C'est la première fois que le président se saisit de cette question qui a une vraie importance. N'oublions pas que même si le soutien à l'égard des Gilets jaunes a fini par baisser fortement, les Français, systématiquement, ont opéré une dissociation entre les actes de violence et les actions des Gilets jaunes, quand bien même certaines actions de violence étaient menées par les Gilets jaunes. Donc c'est un sujet sur lequel le président parle et c'est une vraie nouveauté. Oui, Christophe Bordet. Non, mais je crois qu'il faut quand même qu'il fasse attention parce que les propos qu'on a entendus, par exemple, ce matin sur Sud Radio dans la bouche d'Aurore Berger, disant en fait, oui, il y a eu des violences contre les policiers, contre les journalistes, contre les pompiers. Oui, effectivement, il y a eu des violences. Il y a eu 1800 policiers qui ont été blessés. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc effectivement, il y a eu des violences. Mais il y a eu aussi plus de 2000 blessés chez les Gilets jaunes. Allez donc demander à Jérôme Rodriguez si ce sont des toutes petites violences qu'il y a eu ou des violences qui ont une conséquence sur la suite de sa vie, lui comme d'autres. À partir du moment où on a perdu un œil, il y a bien eu des violences des deux côtés. Et une fois de plus, les policiers auraient peut-être dû faire preuve d'un peu de retenue. Donc je crois qu'il faut quand même qu'il fasse attention. Je pense qu'en réalité, le président de la République aujourd'hui craint qu'il y ait un nouveau mouvement dans les semaines ou les mois qui viennent, comme on a connu avec les Gilets jaunes, et que, évidemment, pour essayer de calmer le jeu, il se dit finalement la meilleure solution, ce n'est pas de mettre la poussière sous le tapis, mais c'est effectivement d'en parler et de dire les choses. Oui, bon. En tout cas, est-ce que ça va ternir ou pas ce sommet du G7 qui, d'un point de vue de la communication, Natacha Ami, c'est plutôt bien déroulé, quoi, non? C'est un sans faute. Sans faute, jusqu'à peut-être ces petites phrases, non? Je ne pense pas. Je pense qu'il a une communication totalement maîtrisée, au cordeau, et que ce qui a été dit a été volontairement dit, et il n'y a aucune maladresse. Peut-être peut-on en déduire que la séduction d'un électorat plus à droite permet, en préalable d'une campagne municipale, de tout de suite axer sur un président qui veut assurer et assumer une volonté d'un pays où la sécurité et l'ordre sont respectés. Oui. Frédéric Dabi. Oui, c'est vrai que ça peut être vu comme cette antienne qu'on a vu depuis maintenant plusieurs mois, depuis la crise des Gilets jaunes, de signaux envoyés à un électorat de droite attaché à l'ordre et à la sécurité. La question, c'est est-ce que ce G7 plutôt réussi, où il y a eu des avancées, l'Iran, les taxes GAFA, une désescalade des relations avec Donald Trump. Pour le moment, on sait très bien qu'avec ce président aussi imprévisible, les choses peuvent changer. Est-ce qu'il y aura un impact dans l'opinion publique ? Jusqu'à quelques années, je vous aurais dit non, parce que les Français s'intéressent moins ou jugent moins l'exécutif sur des questions internationales, où les Français sont plutôt en soutien de l'action présidentielle, quelle qu'il soit, que les questions internes. Mais là, il y a une vraie mutation. Les Français ont pris conscience que ce qui se passe à l'échelle internationale
peut avoir des répercussions internes. Et d'ailleurs, ça a été dit par le président lui-même lorsqu'il a dit ça peut nous paraître loin, mais ce qui se passe en Iran ou en Syrie peut nous affecter. Exemple, les attentats de novembre 2015. Les Français en ont pris conscience parce que le président Macron les a impliqués en ayant une prise de parole à l'ouverture du G7 pour que, pour une fois, un sujet qui en effet est très déconnecté du champ d'intérêt des Français devienne également leur sujet. Il les parlant de la forêt amazonienne, bien notamment. sûr, quand il a pris la parole à quelques heures de l'ouverture du G7, où il a fait de la pédagogie et il a voulu leur expliquer que c'était également quelque chose d'important pour eux et qu'il allait leur en rendre compte. Christophe Bordet, vous n'êtes pas... Je suis pas certain. On dit les Français ont pris conscience d'eux, etc., etc. Déjà, parler à la place des Français, je trouve ça assez incroyable. Les sondages, les sondages, ils sont faits comme ils sont faits, peu importe. Mais en tout cas, peu importe, que ce soit l'IFOP, Ipsos ou un autre, peu importe. Mais le problème n'est pas là. Le problème, il est que les Français ont effectivement, toujours en cette rentrée, mais des préoccupations. Je ne suis pas sûr que la forêt brésilienne et cette histoire d'environnement liée à la forêt brésilienne est bien imprimée dans l'esprit des Français au point où vous le dites. Moi, je constate simplement que dans les dernières études que j'ai vues avant qu'il y ait ce G7, il y avait quand même encore 66% des Français qui étaient contre Macron. Alors on peut toujours dire que Macron continue de monter dans les sondages. Il y a 66% des Français qui continuent d'être contre lui. Je vais répondre à Christophe qui s'emballe avec beaucoup de force de bon matin. Justement, soyons précis. Oui, Christophe a raison. Emmanuel Macron reste structurellement impopulaire. Mais il connaît une embellie de popularité depuis plusieurs mois. Et là où je rejoins complètement Christophe, et il faut le dire, oui, prise de conscience que les enjeux internationaux ont des impacts, prise de conscience que le réchauffement climatique, ce qui se passe à l'autre bout des pôles, peut nous affecter. Il y a une vraie inquiétude des Français, mais c'est vrai, et on oublie de le dire, les enjeux majeurs pour les Français relèvent toujours des questions économiques et sociales. Oui, mais dire qu'il y a une prise de conscience, Christophe, ne veut pas dire que les Français ne se désintéressent des questions économiques et sociales. Le premier enjeu pour les Français reste la question du pouvoir d'achat. C'est le juge de paix du quinquennat. Le petit déjeuner de l'actualité, donc avec nos chroniqueurs, c'est aussi ça. Et des auditeurs qui nous appellent, comme Christian, qui nous appelle d'Anglette. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Eh bien bonjour, ça vous dit quelque chose Anglette, je pense. Oui, évidemment. Vous savez ce qu'on vient de subir? C'est-à-dire le G7. Il faudrait être sûr. Je suis à 1 kilomètre et à entendre la dame qui vous parle là, sur la réussite de Macron au G7, j'aurais aimé qu'elle vienne nous voir, rester avec nous les 5 jours là, et je pense qu'elle aurait changé d'avis, n'est-ce pas? Non, croyez-moi. Elle n'aurait pas changé d'avis. Moi, c'est facile quand on est technocrate à Paris, croyez-moi. Non, on n'est pas technocrate à Paris, on vit également... C'était vraiment n'importe quoi, où on a été contrôlé, surveillé, avec des regards de ouf. Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie. Vous voyez, c'est un truc de fou pour 3 guignols qui n'ont rien sorti. Bon, peu importe. Moi, je voudrais revenir sur l'Amazonie. J'ai 64 ans et ma première manifestation pour l'Amazonie, c'était en 74. À l'époque où on défrichait, on a commencé à Total à l'époque, je crois, a commencé à brûler et ainsi de suite. Donc je suis un peu curieux pour ce buzz tout d'un coup, même le président dit de la République qui parle de ça, qui va menacer le mec au Brésil. C'est Martine à la plage, Martine à l'Amazonie, Martine partout, Macron, il est vraiment, c'est bravo. Et je voudrais connaître quel est l'intérêt de s'amuser, à part le système écologique dont on en bouffe depuis 3 mois sans arrêt, d'avoir des vérités de dites, pas seulement ça brûle depuis longtemps, vous savez ce que c'est, l'écofumage, on brûle l'Amazonie depuis des années, n'est-ce pas? Et puis à l'époque on brûlait, c'était comment on appelle ça, fait dans des conditions pas pour brûler l'Amazonie et pour brûler entre guillemets 25% du poumon du monde. Et je reste pantois depuis des jours et des jours
source déclaration de journal de partout. Le poumon brûle. Est-ce qu'on pourrait juste dire la vérité et être serein sur le système? Christian, vous avez raison d'attirer l'attention sur ce point, parce que c'est vrai que ça brûle davantage parfois en Afrique et qu'on ne le pointe pas de la même manière, quoi. Et que bien souvent ce sont les Chinois qui sont à la manœuvre, et là on laisse un peu faire. Et probablement il faut quand même s'en inquiéter de ce qui se passe en Amazonie, et on ne peut plus non plus gagner en fait des terres sur cet écosystème qui est très sensible aujourd'hui. Ça, Christian, vous êtes d'accord quand même, quoi? Oui, mais tout à fait. C'est pas parce qu'on l'a fait qu'il faut pas à un moment donné essayer de se raisonner. Ah non, mais mon propos est pas du tout en disant non, faut pas faire. Non, bien au contraire, il faut multiplier. Il faut vraiment faire les choses en sorte que on ne brûle pas tout et n'importe quoi. Vous avez parlé de l'Afrique. Oui. Aujourd'hui, c'est les Chinois. L'Indonésie et d'autres, bien sûr. Qui ont la main mise dessus, ok, on s'en occupe, mais alors, est-ce qu'on doit avoir un été complet entre l'Amazonie et le G7 et la chaleur? Je pense qu'il se passe autre chose en France. Oui, alors, d'autre part, je voudrais simplement signaler, puisque tout le monde parle du G7 réussi, n'est-ce pas? Je serais curieux de voir aujourd'hui le sondage sur le Pays Basque au niveau de Macron, croyez-moi. La perte de l'argent, on en a eu, hein. On en a eu des croyez-moi. Mais enfin, ça, malheureusement, c'est toujours pareil, c'est le problème de provincial, n'est-ce pas? Non, mais nous, on les gens qui n'ont jamais été là sont entre guillemets devant un truc à Biarritz. Vous vous rendez compte? Non, mais foutez-nous la paix. Je pense qu'ils auraient mieux fait de nous foutre la paix. On les fout sur une île, ils font leur machin et on est tranquille. En tout cas, Christian, nous on en parle, et on dit les choses et on met les dossiers sur la table, sur ce radio, on vous donne la parole. Et vous avez raison, effectivement, de souligner ça. On va y revenir dans un instant avec vous, Frédéric Dabi, Natacha Ami et Christophe Bordet. Et puis vous, vos appels également, vous continuez de réagir au 0826 300 300. Chaque matin, donc de 9h moins le quart à 9h15, c'est le petit déjeuner de l'actualité où vous êtes invités à partager avec nous, évidemment, et échanger. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous. C'est la suite du petit déjeuner de l'actu avec autour de la table Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Natacha Ami, qui est conseillère en communication, et Christophe Bordet, que vous retrouvez tous les soirs avec amour à partir de 17h jusqu'à 19h dans Les Vraies Voix. Et nous avons pas mal de gens au téléphone au 0826 300 300 pour réagir justement sur cette actu avec Georges déjà. Oui. Qui nous appelle de Nîmes, qu'on prendra dans un instant. Oui, absolument. Et on parlait beaucoup tout à l'heure, et on va sans doute en reparler, même si, évidemment, il y a d'autres sujets qui interpellent, de l'Amazonie. Ah, j'avais oublié cette chanson, tiens. C'est sympa. Qui chante? Frédéric Dabi, vous qui êtes super fort. Dabi. Alors c'est Yves Simon, ah oui, écrivain, et qui a été aussi très connu pour sa chanson du film Diabolomante, Petite Anne. Oui, c'est vrai. Et ce morceau Amazonie qui est absolument de 82-83. Oui, c'est ça. Patrick, ne chantez pas, c'est pas très bon pour la planète. Je pourrais chanter. Allez, avant peut-être de parler d'Amazonie, c'est Georges donc qui est avec nous. Oui, Georges. Bonjour Georges, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour à tout le monde. Mes propos sont pas du tout dénigrants et péjoratifs. Bon, ça démarre bien. Ça démarre bien. Ouais. Vous faites partie des chroniqueurs. Certes, il y a des sondages. Moi, j'étais pas à la table du G7, donc je crois uniquement les déclarations qui ont été faites. Bon, c'est le premier point. Le deuxième point, tout le cirque entre guillemets ou médiatique qui a été fait autour de Biarritz, les dépenses et tout ça, comme le monsieur disait, croyez-moi. Non, monsieur, je ne vous crois pas. Tout simplement parce qu'en 94, moi, j'ai fait partie du conseil du sommet franco-africain de Mitterrand. Croyez-moi. Alors là aussi, je reprends le même truc. Ouais. Il y a eu de l'argent dépensé, les hôtels étaient pleins, les restaurants étaient pleins. Il y a eu juste la plage. Pour les touristes, ça je comprends sans problème. Ensuite, le quatrième point, c'est l'écologie. Écoutez, excusez-moi, il y a des sondages où les gens répondent, sortez, enfin j'allais dire, mais c'est pas du tout péjoratif, un dénigrant, sortez
sortez un peu. Moi, je connais personne, à part des discussions, effectivement, tiens, oui, il y a l'Amazonie qui brûle. Ouais. Tout le monde s'en fout, excusez-moi. C'est au sens large du terme. Il y a un électorat écologiste, donc si, bon, il faut le machin. Combien de pays sont allés demander au président du Brésil ou ont offert leur secours, enfin leur support. Bon, il y a la France. La France va toute seule régler tout le truc du climat et j'en passe, c'est des meilleurs. Attendez, on se calme, hein. Je veux bien. C'est très drôle. Personne ne parle de l'Europe qui n'a pas bougé, de ainsi de suite. Bon. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Alors en France, on s'amuse à faire entre guillemets, des buzz et des machins. L'histoire de l'Iran, c'est très intéressant parce que apparemment, les reporters savaient que le ministre des Affaires étrangères était sur Paris avec notre ministre des Affaires étrangères. Personne ne supposait, et c'est tout à fait normal, qu'il débarquerait à Biarritz. À Biarritz, bon, oui. Tout d'un coup, effectivement, les journalistes et tout ça, bon, quand même, ils font leur métier. L'avion a atterri à un truc. Et moi, j'ai écouté des journalistes sur le moment. Moi, je veux bien. Qui ont dit, ah oui, mais vous comprenez, il est venu parce que les deux ministres n'ont pas eu le temps de discuter à Paris, donc on a préféré qu'ils continuent à discuter à Biarritz. De qui on se moque? Oui. Ce que vous voulez dire, oui, Georges, ce que vous voulez dire, c'est que bon, il y a une mise en scène et que c'est parfois un peu décalé, peut-être aussi à côté des véritables préoccupations de la population. Non mais, en fait, c'est particulièrement intéressant. Ce que vous dites d'ailleurs, Frédéric Dabi va vous répondre. Restez avec nous, hein, Natacha Ami aussi et Christophe Bordet. Mais, Frédéric. Oui, ce qu'a dit notre auditeur est une critique. Georges, lorsqu'il y a un sommet international sur le mode, ça ne nous concerne pas, c'est lointain, ça coûte cher. On parlait des années 80. Rappelez-vous le grand sommet de 89 pour le bicentenaire de la Révolution française. On disait, c'était quoi ce luxe à Versailles? Là, quand même, où il y a une vraie différence, j'en vois deux. Un, sincèrement, même si, reprenant notre échange avec Christophe, les questions économiques et sociales restent au cœur des préoccupations des Français, il y a un nouveau regard sur les questions internationales et climatiques parce que ça peut nous toucher directement. Deuxièmement, objectivement, il semble que ce G7 n'ait pas accouché d'une souris. Il y a eu quelques éléments concrets. Maintenant, bien sûr, de là à dire que les Français ne vont parler que de forêts amazoniennes d'une part, et que ça va complètement inverser l'impopularité présidentielle, bien sûr que non. Mais là, on est quand même sur une mutation très claire et très nette du regard des Français sur ces enjeux. Oui. Natacha Ami ? Je pense qu'il y a des sujets qui sont des sujets nationaux. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a conclu hier par un passage télé à France 2 où là, on est revenu sur des sujets... Fleuve, 40 minutes. Hein, un passage fleuve où on est revenu sur des sujets qui revenaient dans le précaré des centres d'intérêt des Français, et avec notamment les retraites. Mais il faut aussi ne pas oublier qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir les grands sujets que à travers le prisme national, mais ce sont des sujets qui s'envisagent bien évidemment à l'échelon international. Non mais ça c'est vrai. Voilà. Et notamment, par exemple, très concrètement, il y a le fameux traité... La fiscalité internationale dont on puisqu'on parle d'Amérique latine, du Mercosur. Et quoi, puis aussi. Georges, vous êtes toujours avec nous ? Et la fiscalité internationale. Ouais, Georges, vous êtes toujours avec nous ou pas ? Oui, alors, attendez, sur le Mercosur qui a été fait par chez vous, d'ailleurs, un des chroniqueurs qui était là, excusez-moi, je n'ai pas entendu là, arrêtez de dire les Français, par pitié. Attendez, comment vous pouvez savoir que les Français, le peuple français, 66 millions de personnes sont d'accord avec... ensuite, effectivement, la popularité et surtout l'histoire internationale, ça je suis d'accord. Mais je vous répète combien de pays ont dit au Brésil... nous, on vous propose. Et quand vous dites effectivement qu'ils n'ont pas voulu, on vous dit comme si on avait pris une gifle. Attendez, c'est une ingérence totale. Sous prétexte du climat et que l'Amazonie brûle, on va se mêler des affaires du Brésil. Je veux bien. Si je peux vous répondre, Georges, ça fait quand même pas... brûlé en France que le Brésil s'en mêle, ou l'Allemagne, ou ainsi de suite. Alors, quand même, Georges, ça fait partie quand même de l'imaginaire. Je ne vais pas dire des Français pour ne pas vous offusquer, mais de la manière dont la France conçoit son rôle. La France est un pays
de taille moyenne. Pour autant, depuis le début de la Ve République, depuis le général de Gaulle, la France a toujours voulu faire entendre sa voix, sa vraie voix, à l'échelle internationale. La France s'est mêlée des règlements de paix au Cambodge, s'est mêlée du Proche-Orient, s'est mêlée de choses qui ne sont pas dans sa sphère d'influence. C'est aussi un élément de fierté fort pour les Français, pardon de le dire. Non, pas les Français, excusez-moi. Oui. Pas beaucoup de Français. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est de l'imaginaire pour que la France, entre guillemets, c'est pas que de l'imaginaire, qu'effectivement soit, encore une fois, qu'on soit fier ou que ce soit une 4e ou 5e puissance. Juste aussi une précision, si vous m'écoutez encore, avec plaisir, merci. C'est quand même, le G7, ça représente, d'après ce que j'ai pu savoir et entendre, 40% de l'économie mondiale. La Chine en représente 20%. Attendez, je rigole, excusez-moi. Ils se réunissent à 7, ils font que 40%. La Chine en fait la moitié. Non, mais c'est vrai, d'ailleurs, il l'a expliqué, Emmanuel Macron, d'un côté, en disant que il y avait ce G7 qui réunissait ces pays, qu'aujourd'hui, il y a d'ailleurs, vous savez, il y a le G20, ils ont élargi, il y a d'autres rencontres, parce que on est en pleine évolution de la planète et de la géopolitique, de la sphère en fait d'influence des uns et des autres. Il y a la Chine, il y a l'Inde qui compte beaucoup, il y a tous ces pays, bien sûr. Il y a l'Inde aussi. Excusez-moi, effectivement, et c'est là où moi je suis content de vous entendre, et c'est pour ça que j'adresse, parce que tous ces propos, moi j'ai pas entendu un seul média, les médias classiques, sur la télé, j'en passe les meilleurs. Enfin, c'est pas péjoratif ce que je dis. J'ai pas entendu ces propos. Oui, non mais ça c'est vrai. Parler de la Chine, sauf effectivement une ligne en disant que c'était que 40%. Bon, c'est tout. 20%, c'est vrai. C'est pas péjoratif, et les journalistes, comme dans toutes les professions, à 98%, ils font bien leur boulot. C'est pas le problème. Tout ce que vous venez de dire, c'est dommage qu'on n'en ait pas eu un écho. Et tout ça. On le dit avec... Tout à fait. Il y a eu un coup médiatique d'Emmanuel Macron. Aussi pratico-pratique avec l'Iran. Oui, notre président, parce que j'en ai marre de dire, Emmanuel Macron, c'est un président de la République. C'est ma conception. Il a fait effectivement avancer. C'est pas un coup, attendez, il savait très bien que ça va y avoir un retentissement. Bon, je pense qu'ils ont fait avancer l'histoire de l'Iran. Maintenant, ça c'est vrai, Georges. Christophe Bordet et Natacha. Par rapport à ce que dit Georges, c'est une réalité aujourd'hui. Tout est interconnecté. Il n'y a qu'à voir effectivement tous les produits qui viennent de Chine et tous les jours que l'on achète, que l'on utilise, etc. C'est vrai que la Chine, qui n'est pas dans ce fameux G7 par exemple, on peut se poser la question est-ce que c'est dommageable, pas dommageable. Ils se réuniront dans le G20 à Washington dans quelques semaines. La Russie, le président Macron a quand même reçu Poutine en amont de ce G7 pour essayer de l'associer un petit peu. Les membres du G7 ont indiqué que c'était pas encore le moment pour réintégrer la Russie, mais ça viendra inévitablement à un moment ou à un autre. Donc voilà. Non, mais ce que veut dire Georges, moi je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on peut pas dire effectivement les Français à chaque fois sont d'accord et disent ça. Non, les Français ne disent pas ça. Des Français disent ceci ou cela, effectivement, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même pot. Après, par rapport au Brésil et par rapport à cette histoire d'Amazonie, il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que sous prétexte que ça concerne la planète tout entière, ce qui se passe en Amazonie, on fait, pardon de le dire, c'est une réalité de l'ingérence. On fait de l'ingérence dans un pays qui jusqu'à présent, malgré tout ce que l'on peut dire, reste quand même démocratique. Bolsonaro n'est pas arrivé au pouvoir sans élection. Il y a bien eu des élections. Il y a bien eu des Brésiliens qui ont voté pour Bolsonaro pour qu'il soit à la tête d'un Brésil qui est aujourd'hui dans un état, en termes, par exemple, de faits divers, de violence, etc., absolument hallucinant. C'est pour ça que les Brésiliens ont voté pour Bolsonaro, parce qu'ils voulaient plus de sécurité. Donc, essayons de respecter au moins ça. Natacha Hammy, est-ce que quand même, Georges le disait, c'est vrai, il a fait un coup sur l'Iran. Il a fait des coups. Il a fait des coups. Il a fait des coups. C'est une association. Il a donné des coups aussi, même peut-être. Non, parce qu'il a été plutôt dans on fédère, on rassemble. Non, je pense que il a donné, il a recréé, régénéré de l'intérêt sur quelque chose qui habituellement n'intéressait en effet qu'un microcosme de technocrates et de politiques. La preuve, c'est que tout le monde n'arrête pas d'en parler et que le grand public, peut-être que s'il n'avait pas fait ses coups, n'en aurait même pas parlé parce qu'il
qu'ils ne se seraient pas sentis concernés. Mais tout et le ça monde permet de tout le monde générer n'est pas concerné, n'est pas intéressé non plus. Ça génère aussi du débat. Oui. Ça génère aussi du débat. Que la France retrouve un rôle sur l'échiquier international, il y avait une place quand même à prendre, puisque l'Allemagne est affaiblie. Et là, quand même, c'était aussi un coup diplomatique. Il n'y a pas que l'Iran. C'est de reprendre cette place qui apparemment est vacante. Les Anglais sont sur le départ. L'Allemagne est affaiblie. Eh bien, c'est de redonner un pouvoir d'influence à la France et de redonner de la fierté à la France et donc aux Français. Oui, un autre appel au 0826 300 300. Nous avons Jean-Noël avec nous. Bonjour Jean-Noël. Bonjour à vous tous, merci de donner la parole. Oui, je vous en prie. Je vous ai écouté avec attention. Oui. Alors, pour Monsieur Macron, le Mercosur, c'est un bon coup qu'il fait parce qu'il fait marche arrière. Pourquoi ? Il sentait très bien que la planche était savonneuse et mettre en stand-by le Mercosur, c'est pour donner un peu une bonne conscience et faire attendre un petit peu. C'est à plusieurs paliers aussi, faire attendre par rapport aux élections municipales qui se profilent à l'horizon et qui risquent d'être un petit peu d'être en difficulté. Oui. Ensuite, c'est vrai, l'ingérence sur l'Amazonie, sauf erreur de ma part, elle brûle chaque année peu ou prou. Pas vrai pareil, depuis une vingtaine d'années, ça brûle énormément. Ouais. Ça brûle énormément. Et là, pendant 15 ans, on n'a rien dit. Et cette année, alors, toutes les thèses bien constantes... Alors, Jean-Noël, il faut le dire quand même que là, depuis 2-3 ans, ça avait un petit peu baissé. Il y avait un petit peu moins d'hectares qui brûlaient. C'est-à-dire qu'il y avait eu des mesures qui avaient été prises. Bon, et Bolsonaro a plus ou moins favorisé la reprise un peu. Ça, il faut le dire honnêtement, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Ça, il faut le dire. Oui, mais avant non plus, les autres médias, les autres politiques, on n'entendait rien du tout. Ouais. Et il s'est jeté dessus comme la misère sur le monde pour essayer de faire un petit peu volte-face sur Mercosur. Ensuite, quand on dit, il y a une personne qui dit par rapport à la hauteur de la France, la grandeur de la France à l'étranger, tout ça. Moi, j'ai la chance de voyager beaucoup à l'étranger, d'aller souvent aussi en Russie, de voir pas mal de pays aux États-Unis, au Moyen-Orient, de partout. La grandeur de la France, elle n'y est pas du tout. On n'y est plus du tout d'ailleurs. Et surtout, ce qui serait bien d'abord, et chère madame, c'est une question pour vous, il faudrait qu'on reprenne les fondations et qu'on soit un petit peu reconnu dans notre pays déjà. Parce que tout part à volo dans notre pays et avoir un certain respect, qu'on soit respecté dans notre pays où on ne l'est plus déjà. Recommençons déjà dans notre pays et après on ira voir dans d'autres pays, donner des leçons de morale et des leçons de vie à certains pays qu'on doit balayer devant chez nous. C'est ça le problème. On doit balayer devant chez nous parce que c'est catastrophique. J'ai des exemples, des exemples de partout en France, à certains endroits, où on se met la main aux cheveux. Je sors de l'hôpital d'Antibes ce matin, la petite personne qui m'a dit, mais Monsieur Tramoni, pardon, c'est mon nom. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle me dit, mais il y a du burn-out, on est pressé, on n'en peut plus, tout ce qui se passe dans les hôpitaux. C'est pour ça qu'il faut revenir aux fondamentaux, reprendre notre société française et donner certaines valeurs. Et qu'on parte de Brest à Menton et de Strasbourg à Saint-Jean-de-Luz et qu'on revoie un petit peu cette politique-là parce que elle va mal finir. Ça va mal finir la France. Ça va très très mal finir. On est très mal barré. Oui, d'ailleurs, Jean-Noël, vous avez sans doute raison sur je suis d'accord avec vous en fait sur une forme en fait de constat, c'est-à-dire que Emmanuel Macron cherche aussi à travers cette image internationale à redorer lui-même son image, y compris d'ailleurs un peu en France, que vous disiez, Natacha Hammy, notamment par exemple sur la droite, pour les électeurs. Jean-Noël, on vous reprend dans un instant. Restez en ligne avec nous, Natacha Hammy. Oui, c'est aussi. Alors en effet, il y a plein de problèmes en France, on le sait. C'est pas parce qu'il y a eu ce projecteur braqué sur le G7 pendant 2 jours et demi, 3 jours que l'on en oublie ces problèmes qui, bien évidemment, vont revenir très vite sur le devant de la scène pour la rentrée. Mais ne croyez-vous pas que redonner aussi aux Français un peu de fierté, et regardez ce tweet ce matin du président Trump qui dit « Merci la France, bravo la France », c'était pas gagné quand même, mais le problème peut-être qu'on a du mal à savourer des victoires quand on les a, et ces petites choses, alors peut-être que aussi se dire tout ne va pas mal non plus en France, et de regagner, évidemment que le G7 vient juste de se terminer et que la France ne va pas retrouver un aura international en 2 minutes, mais il a posté une petite vidéo et on voit plein d'images et notamment on voit Biarritz partout, la France, et il dit bravo, merci la France. Et ben c'était pas gagné quand même. Ça, Jean-Noël, on peut le reconnaître quand même aussi, non ?
Oui, mais l'opération marketing a très bien marché. Les médias, il est incontrôlable. Non, marketing veut dire que l'on contrôle quelqu'un. Et si quelqu'un est totalement incontrôlable, c'est bien lui. Et rappelez-vous, le dernier G7 après au Canada, à peine reparti, il avait tout critiqué. Oui, attendez, c'est pas fini. Hein, non, mais ça y est, le tweet est passé. Il est en France, il est président de tous les Français, au moins jusqu'en 2022, voire peut-être plus par la suite, je ne sais pas. Ce que je veux dire par là, c'est une opération marketing. C'est tout à fait normal qu'il fallait que pour lui, le G7 se passe le mieux possible. Qu'il n'y ait pas de couac ou très peu de couac. Ensuite, après, sur l'affaire la Russie, il est bien sûr très 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 important de reprendre la Russie avec nous le plus vite possible, afin de ne pas les laisser s'orienter vers la Chine, monter ces taxes chino-russes, qui sera très très fort dans quelques années aussi. La Russie fait partie de l'Europe. Et on doit pas mésestimer Monsieur Poutine. Et ce grand pays qui est la Russie, cette grande culture. Ouais, mais ça, c'est vrai. Pays. Merci Jean-Noël, merci à tous les auditeurs qui ont appelé. Christophe Bordet, pour conclure, c'est vrai qu'il ne faut quand même pas perdre de vue aussi les dossiers franco-français. Bien sûr qu'il y a l'international, mais en cette rentrée, c'est particulièrement important. Par exemple, la réforme des retraites dont on parlait encore ce matin avec Laurent Berger, qui va être effectivement un point central à la fois de négociation, qui peut mobiliser un certain nombre de gens dans la rue, etc. Bon, voilà, parce que là, c'est pareil. Quand le président, hier, s'exprime sur ce sujet en disant le problème, finalement, c'est pas tant l'âge, mais ce sont les années que l'on va passer au travail pour mériter quelque part cette retraite. Pardon, mais quand aujourd'hui, on sort de l'école de plus en plus tard, des études de plus en plus tard, on va travailler jusqu'à quel âge? 70 ans, en réalité, pour obtenir cette retraite? C'est ça, la question qui va être... à taux plein. Si on la veut à taux plein. Donc, c'est ça qui va être réellement au centre des préoccupations des Français. Oui, et puis moi, je le disais ce matin, on marche sur la tête parfois, il y a le nombre de postes vacants qui a atteint un niveau record en France. C'est quand même assez incroyable. C'est le plus haut niveau depuis 2003. Donc, ça fait plus de 15 ans. Il y a des secteurs très touchés, la construction, l'industrie, etc. On n'arrive pas à trouver de personnes pour travailler. On l'a encore vu cet été dans beaucoup de secteurs, alors qu'on a quasiment 6 millions de chômeurs et que dans certains quartiers, on est à 30, voire 40% de chômage. Avec des gens pas formés. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a quand même un énorme problème. Signe qu'on pourrait réussir. On marche un peu sur la tête. Voilà, c'est ça. Le mot préféré de Patrick. Allez, oui. Christophe, merci. on vous retrouve à la fin dans les vraies voix. Un petit peu à la fin de l'émission. On fera un teasing avec vous avant de partir, justement.